Bonsoir. Donc, mon exposé tiendra en 3 points principaux d'inégale importance sur la durée. Tout d'abord, un petit rappel historique sur la coordination qui se fait ou se fait pas entre la réflexion sur l'organisation du travail et les systèmes de production. Deuxièmement, un regard effectivement sur le Lean au travers de ce qui s'appelle chez Renault le système de production Renault. C'est-à-dire que le terme Lean n'est pas nécessairement fortement utilisé à l'intérieur de l'entreprise, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Et une conclusion sur quel avenir possible pour le Lean. Alors ce rappel historique sur cette présentation très schématique, d'abord pour dire que notamment dans le secteur des constructeurs automobiles, les systèmes de production se sont copiés les uns sur les autres. C'est-à-dire que Nissan a copié sur le système Toyota, Renault a plus que copié sur Nissan puisque Renault, à la suite de l'alliance, a reconstruit son système de production, l'a formalisé vraiment en copie conforme avec Nissan. Et il y a une nouvelle phase qui est en cours de construction actuellement, c'est d'avoir le même système de production, la même formalisation du système de production. Et j'ai cité aussi Volvo, un peu plus tardivement, qui a copié aussi sur le Toyota. C'est-à-dire que si on prend ces constructeurs-là, notamment Nissan, Renault, Volvo, ils ne se sont pas inspirés du Lean, puisque le Lean est plutôt postérieur à la formalisation des systèmes de production en leur sein. Ce que montre le schéma aussi, c'est qu'il y a eu un certain nombre de réflexions sur l'organisation du travail, qui ont parfois précédé, et souvent précédé, la formalisation des systèmes de production dans ces groupes industriels, et que ces modalités d'organisation du travail, différentes notamment entre Volvo et Renault, perdurent quelque peu aujourd'hui à travers leur système de production. Donc il n'y a pas eu nécessairement de rupture fondamentale, notamment quand on se situe au niveau des postes de travail. Bon, quand même quelques changements, mais on conserve quand même des éléments d'organisation du travail qui étaient antérieurs à la formalisation des systèmes de production. Bon, la construction des unités élémentaires de travail chez Renault, elle coïncide temporellement avec la naissance du Lean, mais c'est une pure coïncidence théorique, c'est-à-dire que on n'a pas construit les unités élémentaires de travail chez Renault en se référant au Lean. On en a parlé très peu quand même dans l'entreprise à cette époque-là. Donc l'entreprise Renault a en fait fonctionné en 2 temps. D'abord en 1990, elle a construit, défini son organisation du travail dans les secteurs de fabrication sous l'appellation unité élémentaire de travail, avec un manager de proximité qui s'appelait le chef d'unité élémentaire de travail et une vingtaine d'opérateurs, et la déclinaison de 8 axes de progrès très structurés avec des critères très définis à l'intérieur de ces 8 axes pour marquer, essayer d'inscrire les progrès à avoir sur ces unités. C'est pas quelque chose qui était statique, qui est bien quelque chose qui devait progresser. Bon, ça n'a pas progressé au niveau souhaité, mais ça peut-être on en reparlera. Il y a quelques axes aussi qui, bien sûr, depuis 1990 ont évolué, notamment le premier qui s'appelle standardisation. Il a été réintroduit après le deuxième temps, c'est-à-dire après la formalisation du système de production Renault. Alors la schématisation du système de production Renault, je dirais, probablement elle est incompréhensible par vous, mais je l'ai laissé comme ça d'abord parce que je voulais pas déformer la présentation Renault, mais quelque part elle est un peu significative d'un système dans sa schématisation qui n'a pas été fait tout de suite pour être compris par les opérateurs. Hein, c'est plutôt on a à la fois de l'anglais et du français, on a des sigles. Bon, QC quand même pour vous dire c'est Quality Control. JAT, vous connaissez, ça c'est comme en français, c'est juste à temps. MPM, c'est Management de la performance des moyens. Bon, quelques autres cycles que je ne vais pas décliner. On voit que c'est une construction quand même sur base d'organisation et de management, mais vraiment avec un détail des outils et méthodes du système de production Renault, c'est-à-dire des outils et méthodes du Lean. C'est assez différent de la façon, par exemple, dont Volvo a schématisé son système de production, qui est beaucoup plus lisible par l'ensemble des salariés. Et d'ailleurs, Volvo, quand il a introduit son système, a fait une formation à minimum de 2 jours pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Je parle bien sûr de Volvo en Suède, Volvo Truck en Suède, alors que chez Renault, la formation, elle a été limitée, je dirais, dans son ensemble au manager de proximité. C'est vraiment le niveau le plus bas. Et c'est une entreprise, bien sûr, un groupe industriel très important, Renault, et l'ensemble des fonctions support n'ont pas nécessairement été formées au système de production Renault.
Donc, en forte conclusion quand même sur l'organisation du travail, donc on a voulu mettre le poste de travail au centre des préoccupations, mais sans donner tous les moyens pour développer l'autonomie des unités de travail et le système de production Renault. Il y avait des choses qui étaient en cours antérieurement. Ce qui a vraiment changé, c'est les outils et méthodes pour appréhender la performance. En matière spécifiquement d'organisation du travail, il y a quand même un changement assez déterminant de nouvelle division du travail entre l'ingénierie et la fabrication. C'est-à-dire que l'ingénierie a toujours en charge, bien sûr, le développement des moyens de travail, mais antérieurement aux lignes ou aux SPR, c'est l'ingénierie qui définissait l'organisation des postes de travail, c'est-à-dire ce qu'il y avait à faire au niveau des postes de travail, les temps nécessaires pour exécuter les opérations. Avec le Lean, avec le SPR, ce qui change, c'est que cette partie-là passe du côté du fabricant. C'est-à-dire, c'est le chef, le manager de proximité, je vais plutôt parler comme ça pour que ce soit une compréhension plus large, c'est le manager de proximité maintenant qui définit l'organisation de ces postes de travail, bien sûr sur des documents transmis par l'ingénierie sur l'ordre, la séquence des opérations effectuées, mais c'est lui qui définit le poste, c'est lui qui définit les modes opératoires, c'est-à-dire la façon de faire des opérateurs. La question des temps a aussi basculé de l'ingénierie au fabricant. C'est-à-dire qu'avant, c'était les ingénieurs, on appelait ça les gens des méthodes qui définissaient les temps opératoires. Maintenant, c'est le fabricant, c'est-à-dire le manager de proximité, aidé quand même de spécialistes, qui va déterminer les temps opératoires. Alors, quelques changements au niveau du poste de travail, un peu à chaque fois en plusieurs parties. Première partie sur la qualité, ce sont les deux premiers points. Ça, c'est vraiment un changement extrêmement important qui a été introduit, avec l'idée vraiment de faire de la qualité au poste de travail et de stopper, de bloquer tout défaut. C'est-à-dire, on ne laisse pas partir un défaut au-delà du poste et, si c'est même pas possible au niveau du poste, au-delà de l'unité élémentaire de travail. Donc ça, c'est important. D'autres outils et méthodes sur la qualité, mais j'en cite qu'un seul, qui est le QRQC, qui est une réunion hebdomadaire de l'encadrement à plusieurs niveaux pour traiter les problèmes de qualité de la veille. C'est-à-dire, et ça vient vraiment, tout ça vient vraiment de chez Nissan, c'est-à-dire, on traite les problèmes le plus rapidement possible. La seule petit problème qu'on pourrait déjà évoquer ici, c'est que ça s'arrête au niveau du manager de proximité. C'est-à-dire, ça ne descend pas jusqu'au niveau des opérateurs qui ne sont pas impliqués dans cette démarche de qualité. Deuxième pavé autour de la formation et des modes opératoires, accent fortement mis sur la formation à la dextérité. Dans le discours, accent mis sur la formation au poste, mais ça se vérifie pas dans la réalité. C'est-à-dire que on reste quand même très en retard, notamment si on se compare à Nissan sur ce point-là. Deuxième élément important, c'est la standardisation des modes opératoires, qui est basée sur, en principe, la meilleure façon de faire des opérateurs. Deuxième grand pavé, c'est autour des démarches de performance, démarches Kaizen. Kaizen, ce sont des groupes de progrès sur 2 jours en principe pour apporter de la productivité. En principe, en associant les opérateurs, mais là aussi, ça reste plus formel que réel, au sens où, en principe, les objectifs doivent être définis au moment où on se réunit, mais souvent, les objectifs de performance sont définis antérieurement, et le groupe n'est là que pour essayer de répondre à l'objectif qui a été antérieurement décidé. Tout un ensemble de démarches, je crois Philippe Lorino, il reviendra beaucoup là-dessus, autour de l'élimination des gaspillages, c'est quand même des éléments importants dans les démarches du Lean, et le lissage et l'augmentation des engagements au niveau des postes de travail, c'est-à-dire la densité des opérations à faire à l'intérieur de son cycle de travail. Et puis, dernier pavé autour de ce qu'on appelle les 5S et les pickings, c'est-à-dire là des démarches qui visent sur l'organisation du travail à essayer d'éliminer le superflu et surtout d'alléger les postes de travail. Les pickings, c'est les bonnes pièces arrivent au poste de travail, l'opérateur n'a plus à les choisir dans des racks, dans des conteneurs, la pièce à prendre en fonction du véhicule qui se présente devant lui. Alors, on a effectué une enquête en 2011 auprès d'opérateurs pour regarder un petit peu plus comment fonctionnait ce système de production Renault. On n'a pas eu à l'époque la prétention de faire une enquête statistique. C'est des enquêtes qui ont été remises de la main à la main, qui ont été complétées par des entretiens approfondis avec des opérateurs. Mais le résultat de ces enquêtes-là, qui a été présenté, ça n'a pas été une démarche syndicale globale, c'est-à-dire c'est une volonté d'essayer de commencer à discuter avec les directions, un certain nombre de directeurs de l'entreprise et pas seulement les ressources humaines, de notre vision à nous, de la façon dont le système de production Renault fonctionne. Donc, tout n'est pas lisible, mais déjà on peut voir
on a aperçu que, bon, vert c'est plutôt positif, rouge c'est plutôt négatif, et donc les réponses sont pas en vert ou rouge complètement. Sur la formation, on retrouve le fait que la formation qui en principe devrait être dispensée par les chefs d'UET, les managers de proximité, ne l'est pas. Et qu'il n'y a pas suffisamment de suivi après une formation sur les difficultés éventuelles des opérateurs. C'est important quand on met l'accent sur la question de la qualité, et y compris sur la question de la reconnaissance. Parce que les opérateurs vous disent, si on néglige la formation au poste, c'est que finalement, on considère que notre travail n'est pas si important que ça. Hein. Et on a vraiment vu des situations assez dramatiques où le manager de proximité ne restait que 5 minutes avec un nouvel arrivant à un poste de travail pour l'accompagner au poste et ensuite laisser l'opérateur avec des opérateurs plus expérimentés. Le deuxième pavé est un peu plus diversifié autour de la question de la performance et de la standardisation. Bon, on peut y lire qu'il n'y a pas une pression des managers de proximité qui se fait exclusivement sur l'engagement des postes de travail, qu'il y a quand même une certaine reconnaissance des savoir-faire des opérateurs, donc on n'est pas dans une notion parfois véhiculé par les ergonomes de un standard qui doit s'appliquer strictement. Non, il y a de la souplesse qui est donnée. On reconnaît quand même, d'une certaine façon, les savoir-faire des opérateurs. Et puis, le dernier pavé, qui va plus toucher à des questions, je dirais, procédurales. C'est-à-dire que, sur les questions de conditions de travail, de sécurité conditions de travail, les managers de proximité doivent faire l'évaluation annuelle des postes de travail sur ces deux critères-là, à travers une fiche qui leur est donnée. C'est fait, c'est-à-dire que on répond à la procédure 100% de bon pour les managers de proximité. C'est normal parce que sur ces thèmes-là, s'ils le faisaient pas, il y aurait quelques retours de bâton. Mais ce qui peine, c'est la qualité de la façon dont on procède sur cette approche de la sécurité et des conditions de travail. Et c'est symptomatique de voir que les managers de proximité le font sans même demander l'avis des opérateurs. Ça, donc, c'est vraiment des points importants qu'on a pu avancer. Alors, on peut regarder maintenant le système sous un concept qui est en cours d'évolution dans le milieu de l'ergonomie, notamment avec Pierre Falzon, qui s'appuie sur la question des capacités qui a été développée notamment par Amartya Sen, où on essaye de projeter, d'œuvrer pour une organisation dite capacitante autour de 3 dimensions. Elle est préventive, c'est-à-dire que là, non seulement le travail ne doit pas être facteur de risque, mais le travail doit participer à la construction de la santé des gens. Elle doit être universelle, c'est-à-dire que cette organisation, elle doit être adaptée à toute la diversité de la population de salariés dans une entreprise, et elle doit être développementale au sens où on ne développe pas simplement et uniquement les compétences, mais on doit vraiment développer les personnes. Alors si on regarde un petit peu la situation chez Renault à travers le SPR, on peut dire que bon, sur les 2 premiers points, il y a à la fois du positif et du négatif. Il y a toujours une perpétuation des TMS. Alors en nombre, ça diminue, mais on n'arrive pas bien à savoir en termes de taux au regard de la population des salariés qui sont les plus exposés au risque de TMS. TMS, trouble musculo-squelettique, excusez-moi. Il y a aussi, et c'est un phénomène un peu inquiétant dans l'entreprise, un accroissement de l'absentéisme. Par contre, et durant toutes ces dernières années, progressivement, on a pu maintenir des opérateurs en activité avec l'âge. Il y a toujours, bien sûr, il y a toujours eu, vous le savez, chez Renault, des mesures d'âge qui ont été développées, mais au-delà des mesures d'âge, moi, quand je suis rentré chez Renault en 87, je veux dire, il était courant de mettre des inaptitudes au travail à la chaîne à 45 ans. Hein. Aujourd'hui, vu l'élimination qu'il y a de toutes les activités un peu périphériques au cœur de la production, ça serait insupportable aujourd'hui. Donc progressivement, les opérateurs peuvent travailler sur la chaîne plus durablement. Sur l'universel, je dirais qu'il y a toujours, mais ça c'est c'est pas récent, des difficultés d'affectation des personnels à aptitude réduite, mais ça se renforce quand même aujourd'hui. C'est une vraie difficulté à assumer. Par contre, il y a du côté de la mixité des emplois et du fait de la transformation des postes de travail, de la réduction des charges lourdes en particulier, des emplois qui sont beaucoup plus ouverts indépendamment du genre. Sur l'aspect développemental, je dirais, je me prononcerai pas parce que en termes d'évolution, parce que je dirais on n'a pas d'études sérieuses aujourd'hui pour dire en quoi ça a évolué. Donc situation plutôt stable.
En tout cas, pas de changement majeur lié à l'introduction du système de production sur tout ce qui est possibilité d'agir des opérateurs. On verra qu'il y a quelques initiatives qui sont très prometteuses en la matière, mais si je fais le bilan jusqu'à maintenant, plutôt une situation sans forte évolution. Alors j'arrive sur cette expérimentation. Alors j'étais un petit peu gêné il n'y a pas très longtemps encore parce que on communique pas encore beaucoup autour de ça, mais il se trouve qu'il y a eu un article dans Santé et Travail, donc ça rend plus facile de s'en expliquer aujourd'hui. C'est une expérimentation, mais une expérimentation validée par le directeur délégué à la compétitivité de Renault, membre du comité exécutif du groupe de Renault, validée et suivie par le directeur ressources humaines de Renault France. Et ça, depuis quelques années, ça fait suite à une intervention qui dure maintenant depuis 3 ans de Yves Clos, professeur titulaire de la chaire de psychologie du travail du CNAM, qui a abouti à cette expérimentation, qui se développe dans tout un département de montage de Flins, qui est en cours de transfert dans d'autres départements de fabrication, et c'est en discussion actuellement de le transférer, l'expérimentation, à au moins à une autre usine, et très probablement d'aboutir à un accord de méthode sur cette expérimentation. Donc c'est une expérimentation qui donne un espace de parole aux opérateurs, avec l'élection dans chaque unité de travail d'un salarié dit référent, c'est-à-dire qu'il a la responsabilité, en relation avec l'ensemble des opérateurs de l'unité de travail, d'identifier les problèmes, et il a un temps consacré avec le manager de proximité pour mettre en forme ces problèmes, les inscrire dans ce qu'on appelle une liste unique de problèmes. C'est la liste où vraiment qui va être affichée dans chaque unité de travail pour bien montrer l'ensemble des problèmes avec une certaine classification. On va identifier si les problèmes sont d'ordre du process, de l'ordre de l'outillage, de l'ergonomie proprement dite, de la sécurité, de l'organisation du poste de travail. Ce qui est nouveau, parce que l'entreprise pourrait toujours dire, mais ça on l'a un peu toujours fait, ce qui est nouveau, c'est la volonté de donner une réelle priorité à la résolution de ces problèmes-là. C'est-à-dire que quand il y a un nouveau véhicule, c'était déjà courant, c'était déjà connu chez Renault, on faisait effectivement une liste unique de problèmes, mais la priorité donnée au traitement, c'était uniquement quand on avait identifié un risque qualité. Mais ça partait jamais des difficultés réelles rencontrées par les opérateurs. Là, volonté de les traiter et du temps libéré pour examiner ces problèmes, apporter des solutions avec un outil de suivi. C'est une opportunité assez nouvelle pour les managers de proximité, parce que ça renforce leur lien avec les opérateurs. Bon, j'en ai peu parlé, mais dans les difficultés aujourd'hui au niveau du management de proximité, c'est quand même cette difficulté à être sur le terrain, pris qu'ils sont par les outils de gestion, par des réunions diverses à laquelle ils doivent participer. Et donc là, c'est vraiment une opportunité pour les managers de proximité de revenir sur le terrain auprès des opérateurs pour examiner les problèmes. Ça crée déjà un lien particulier entre le manager et le salarié référent, mais c'est de nature aussi à créer un lien nouveau entre les managers de proximité et les représentants du personnel, les délégués du personnel de leur propre secteur. En tout cas, c'est la volonté affichée de dire que il faut nouer ce lien-là. Ça permet d'essayer de se centrer sur des intérêts qui sont communs à la fois aux salariés et à l'entreprise, et de ce point de vue-là, d'avoir une nouvelle approche sur les questions de santé, en liant beaucoup mieux qu'on ne le fait parfois théoriquement, santé et performance. C'est-à-dire vraiment partir du principe que à partir du moment où on traite les problèmes des salariés, à la fois on peut construire la performance du poste parce que les opérateurs, ils sont en capacité d'apporter des solutions en termes de performance et en même temps de résoudre des problèmes immédiats de santé. Et d'une certaine façon, ça induit une meilleure reconnaissance par les niveaux hiérarchiques supérieurs des difficultés qu'ont à gérer les managers de proximité. Alors en conclusion, et un peu sur la base de cette expérience-là, mais d'une façon générale, je dirais que pour nous et dans la manière dont on peut le percevoir chez Renault, en tout cas, le Lean est potentiellement favorable à l'émergence d'une démocratisation possible au niveau de l'entreprise, mais en partant par le bas, en partant de la parole donnée aux salariés sur leur travail, de leur permettre de prendre des décisions sur l'organisation du poste de travail, ce qui est souvent
dans des notions qu'on peut avoir apparaître sur le Lean, qui peut apparaître comme contradictoires avec d'autres langages qu'on peut tenir, notamment autour de la standardisation. C'est vraiment ici possibilité de s'appuyer sur le savoir des opérateurs et de créer, j'en ai déjà parlé, ce nouveau lien santé-performance. Mais à certaines conditions. D'abord, et je crois que c'est important, c'est que les managers de proximité, mais pas seulement eux, puissent avoir l'occasion de débattre des outils et méthodes du Lean. Parfois, on a des experts, ça peut être des consultants extérieurs, ça peut être les experts internes à l'entreprise sur le système de production de Renault, sur le Lean, qui ont une notion de l'application des outils qui est extrêmement rigide, qui ne s'appuie pas sur les vrais problèmes qu'ont à résoudre les managers. Le deuxième point, c'est, au regard de l'expérimentation en cours, effectivement, de structurer un réel espace de discussion pour les opérateurs sur leur travail. Ça, c'est extrêmement important. Troisième point, c'est un nécessaire rééquilibrage des pouvoirs entre les différentes fonctions de l'entreprise. Il y a une préoccupation actuellement dans l'expérimentation en cours à Flins, qui est de dire les référents salariés sont assez confiants sur le règlement des petits problèmes. Entre parenthèses, il y a eu 937 problèmes identifiés sur un département de montage. Donc, vous voyez la lourdeur quand même de la charge pour les managers de proximité. Donc, très probablement, il y a beaucoup de problèmes qui sont on va dire des petits problèmes, c'est-à-dire qui peuvent être résolus directement par le manager de proximité qui le seront. Par contre, il peut y avoir des gros problèmes, des problèmes plus complexes, qui impliquent l'intervention des fonctions support et notamment de l'ingénierie, mais parfois aussi de la direction des achats, parce qu'il peut y avoir des politiques d'achat qui concourent à la création de problèmes. Et que là, il faut vraiment que ces problèmes complexes ils soient considérés comme une priorité par l'entreprise. Et que ça devienne une priorité pas seulement pour les fabricants, mais aussi pour les fonctions support, notamment l'ingénierie et les achats. Et le dernier point, c'est nécessité de nouer un dialogue social au plus près du travail, au plus près des managers de proximité. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans un fonctionnement où tout remonte dans des instances représentatives du personnel. Là, il y a une opportunité pour créer du lien entre les délégués, les managers de proximité et les salariés pour traiter localement les problèmes et non pas se contenter de les remonter dans des instances représentatives. Je vous remercie de votre attention. Merci Michel pour cet exposé très fouillé et très éclairant, et en même temps on voit les effets, les limites et les pistes d'amélioration.